c'est avec beaucoup d'émotion, de fierté, de sérénité et de détermination qu'au nom du collectif Palestine en résistance, j'ouvre cette conférence tant attendue par un grand nombre de Marseillais et de Marseillaises. Le collectif Palestine en résistance est composé d'une vingtaine d'organisations marseillaises et du département. Il est soutenu par tout autant de structures diverses, selon les thèmes de ses actions: environnement, santé, handicap, éducation, droits humains. Tout d'abord, je vous invite non pas à une minute de silence, mais à quelques secondes de recueillement pour Mohamed Tamimi, 2 ans, pour les 28 enfants palestiniens assassinés par l'armée coloniale israélienne, et pour toutes les victimes, directes ou indirectes, comme ces 4 enfants qui ont été poignardés hier ou avant-hier à Annecy, victimes directes ou indirectes des guerres, qu'elles soient civiles ou internationales, du colonialisme, de l'occupation et de l'apartheid. Les remerciements, nous tenons particulièrement à remercier les organisations qui se sont associées à la préparation, l'UDCGT 13, bien évidemment, qui nous accueille après le refus de salles, l'Union juive française pour la paix, la Ligue des droits de l'homme, BDS Provence, Marseille Gaza Palestine, la France Insoumise, l'ANC 13, Europe Écologie Les Verts et le groupe Écologie et Pluriel de la mairie de Marseille, la jeunesse communiste 13, Solidaire, mais aussi Amnesty International, le Parti communiste français, la gauche éco-socialiste, le NPA, l'Antifa Social Club de Marseille, et toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans la diffusion de l'événement. Nous laissons face à leur conscience celles et ceux qui ont choisi de courber la tête devant les pressions du gouvernement d'extrême droite israélien et leurs représentants locaux. Le prix Nobel de la paix Desmond Tutu disait « Si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le camp de l'agresseur. » Disons que chez nous en France, lorsque vous acceptez les pressions de l'agresseur, vous devenez complice des injustices. Au nom du collectif Palestine en résistance et des diverses organisations aujourd'hui partenaires, je dis encore notre joie d'accueillir Salah Hamouri et Elsa Lefort dans notre ville. Avant de passer la parole à la représentante de l'UDCGT 13, je termine cette introduction par ce proverbe mexicain. Ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Que partout dans le monde éclosent des millions de fleurs pour porter le parfum de la justice pour une Palestine libre et démocratique. Merci. Merci à tous. Juste 2 mots, on ne va pas monopoliser la parole, on va laisser parler les intervenants, c'est vraiment l'intérêt de la journée. Merci Elsa et merci Salah d'être présents et je vais le dire, de nous honorer de votre présence ici à l'Union départementale de la CGT. On est très heureux de vous accueillir. Dans toute la période et encore récente où tu étais emprisonné, on a essayé de relayer et de mobiliser autour de ces questions-là et d'exiger ta liberté, ta libération. Aujourd'hui que tu es en France, par ces choix injustes de l'État d'Israël, nous espérons pouvoir se battre à tes côtés pour rétablir la justice. Et de manière générale, sur la question du peuple palestinien, nous, en étant la CGT, on est complètement à notre place quand on parle de la liberté des peuples, de l'autodétermination et de dénoncer l'apartheid et la politique de l'État d'Israël sur ce qui se passe sur le peuple palestinien. Donc voilà, juste 2 petits mots pour dire tout ce soutien, cette solidarité et au final, ce qui fait un seul et même combat contre ce système de domination, d'exploitation et cet impérialisme et ce colonialisme que vous subissez de manière tellement... j'ai même pas de mots pour le dire, dans ces territoires. Merci. Je reviens juste un mot pour vous rappeler la présence, ou pour vous signaler la présence de nombreux élus. Marie-Jo Sermolas à la mairie de Marseille, Aïcha Guedjali, il y a d'autres, Lydia CGT et aussi Frédéric Grimaud,
de Martigues, et nos 2 députés, oui, j'ai vu Daniel Obono, et Hendrik Davy, notre député marseillais, avec les excuses de Sébastien Delogu, qui est retenu par un incident sur les quartiers nord. Alors, on passe tout de suite aux premières questions, Salah. Quelle justice pour le peuple palestinien? Comment sont jugés les Palestiniens? Les arrestations, les interrogatoires, jugements, tribunal militaire. Cette fameuse procédure plea bargain qui n'existe pas en France, le plaider coupable ou plutôt le marchandage de peine. Et puis quelques mots sur la situation actuelle dans les prisons de l'occupation. Deuxième chapitre, quelle justice internationale aujourd'hui? Cour de justice internationale en 2004 a demandé la destruction du mur de séparation ou apartheid en afrikaner, avec obligation pour les États signataires de faire respecter cette décision, ce que aucun d'entre eux n'a fait. Et puis la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête. La Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête et qui a du mal, visiblement, à la faire évoluer. Oui, Bon, je vais prendre le temps pour répondre sur cette longue question. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour l'invitation pour nous d'être parmi vous ce soir. Merci d'être aussi nombreux. D'abord, je tiens aussi à vous remercier pour tout le soutien et la mobilisation que vous menez, le combat que vous menez depuis Marseille. Ça fait des années et des années pour le soutien aux prisonniers politiques palestiniens, mais aussi au soutien du peuple palestinien et sa résistance. Pour des années, pour nous, vous étiez vraiment un pont d'espoir pour le peuple palestinien. Je te donner un autre micro. Deux. Vous étiez pour des longues années vraiment un pont d'espoir pour nous parce que de fond de prison, de savoir qu'il y a assez de nombreuses des gens qui nous soutenaient pendant ces années d'incarcération. Pour nous, c'était pas qu'un geste humanitaire, mais aussi c'était un geste politique très très fort, parce que pour nous, cette solidarité internationale, elle fait partie du combat du peuple palestinien. Pour moi, aujourd'hui, ça fait 6 mois que je suis déporté depuis la Palestine. Depuis 6 mois, je n'ai plus le droit de retourner dans ma ville natale, Jérusalem. On en parle peut-être après sur la question de Jérusalem, mais quand on a commencé avec la question des prisonniers, je veux commencer sur la question des prisonniers et la situation des prisons. Aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, il y a 5000 prisonniers politiques palestiniens. Ces Palestiniens sont détenus dans des dizaines des prisons. Ces prisons qui se trouvent tous derrière la ligne, derrière la ligne verte. Parmi ces 5000 prisonniers, il y a 1000 prisonniers en détention administrative, il y a 160 enfants, il y a 40 femmes, 1000 prisonniers malades, 350 prisonniers qui ont passé plus que 20 ans dans les prisons, 40 prisonniers qui ont passé plus que 25 ans et une vingtaine de prisonniers qui ont passé plus que 30 et 35 ans. Alors les conditions de détention des prisonniers quotidiennement, ils sont difficiles. Tout est fait pour briser la mentalité et briser la psychologie de ces prisonniers. Tout est fait pour les rendre vraiment à charge sur leur société et sur leur famille. Je vais commencer par la détention administrative. La détention administrative, c'est une loi qui a été faite par le mandat britannique avant l'occupation de 1948, et l'occupation israélienne, elle l'a réappliquée sur les Palestiniens. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois. Cette période peut être renouvelée infiniment.
Alors aujourd'hui, 1000 prisonniers dans ce cas-là, parmi eux 11 enfants. Comme j'ai dit, cette détention, elle est basée sur, cette arrestation est basée sur un dossier de sécurité secret. Moi, je l'ai vécu en tant que prisonnier, mais aussi en tant qu'avocat. Ce dossier, on n'a pas accès à ce dossier. Ce dossier reste secret entre le procureur militaire et le juge militaire. Tu ne peux pas savoir il y a quoi dans le dossier, tu ne peux pas savoir, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de jugement. Et là, tu peux rester des mois et des années dans ce cadre d'arrestation. Depuis la réoccupation de la Cisjordanie en 2002, il y a des prisonniers palestiniens qui ont passé plus que 12 et 15 ans en détention administrative. Cette détention, cette façon de détention est utilisée juste pour la destruction de la société palestinienne. Elle est utilisée juste pour la destruction de la vie des gens. On utilise cette façon de détention dans les moments les plus pires et les plus critères dans la vie des gens. À la mort d'un membre de la famille, au moment d'un mariage d'un membre d'une famille. Alors, cette façon de détention arbitraire, elle est vraiment utilisée juste pour détruire systématiquement la vie de ces gens. Et parmi eux, il y a 11 enfants, des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, en parlant des enfants, aujourd'hui, il y a 160 enfants dans les prisons israéliennes. Ces enfants sont dans 2 prisons, on va dire, séparées. Dans chacune, il y a 80 enfants. Ces enfants, on peut trouver, comme j'ai dit, de l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, jusqu'à l'arrivée de l'âge de 18 ans. Ces enfants sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. L'occupant, malgré prétendre signer la Convention de droits des enfants, refuse de l'appliquer sur les enfants palestiniens. Ces enfants, par exemple, ils ont droit à un tribunal spécial pour les enfants. L'occupant israélien jusqu'à aujourd'hui refuse d'établir un tribunal spécial pour les enfants. Alors ils sont jugés dans ces tribunaux militaires. Les conditions de vie quotidienne des enfants sont pareilles que les prisonniers adultes. Aucune différence est faite pour ces enfants. La majorité des droits de ces enfants sont confisqués dans la prison. Par exemple, un enfant, il ne peut pas continuer ses études pendant ces mois et ces années d'incarcération. Des enfants, ils peuvent passer des mois et des mois sans pouvoir visiter leurs parents. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme j'ai dit, comme toutes les prisons se trouvent derrière la ligne verte, ça veut dire qu'il y a des checkpoints à passer pour avoir accès aux prisons. Alors, pour avoir accès aux prisons, pour les gens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, il faut un permis spécial. Ce permis spécial, il passe par la Croix-Rouge. Alors, la procédure, les premières 3 mois, aucun prisonnier peut visiter pendant cette procédure. Alors même les enfants, pendant les premières 3 mois, ils peuvent ne pas avoir aucun contact avec l'extérieur. Même la vie quotidienne, parce que moi j'ai été arrêté la première fois à l'âge de 16 ans. Et les enfants, ils passent les mêmes interrogatoires, tortures physiques et psychologiques, comme les prisonniers adultes. Moi, à l'âge de 16 ans, j'étais, après une arrestation très agressive à la maison, j'étais mis dans un centre d'interrogatoire où j'étais isolé dans une pièce de 2 mètres carrés avec des murs grises, une petite lampe jaune, un trou qui était les toilettes et un petit matelas de 2 cm et une couverture où j'étais obligé de rester 60 jours dans cet isolement. Et je me faisais interroger, des fois ça arrivait à 20 et à 22 heures de suite d'interrogatoire où je suis attaché sur une chaise, menotté derrière les mains derrière les dos sur la chaise. Alors les enfants sont traités dans cette manière-là. Aujourd'hui on a le cas de Ahmad Manasra. Ahmad Manasra, un enfant palestinien de Jérusalem
qui était blessé à balle au moment de son arrestation. Et après, il a passé des interrogatoires très agressifs. Il était torturé psychologiquement, physiquement. À la place de lui donner le soin adapté pour ses maladies psychologiques, qu'il n'a pas reçu. Et évidemment, ces maladies sont développées de plus en plus. Et là, à la place de ça, ça fait 2 ans qu'ils l'ont placé à l'isolement total dans une pièce de 2 mètres carrés où il est enfermé 23 heures sur 24 heures. Il a le droit à 1 heure de circulation dans la cour où il doit choisir s'il doit être menotté main ou pied pendant l'heure de la circulation. Il n'a pas de contact avec l'extérieur. La majorité, de toute façon, des gens à l'isolement total, ils ont pas le droit à visiter. Toute demande pour cet enfant, pour le libérer au tribunal civil israélien, il était refusé. Et vraiment, cet enfant peut mourir dans sa pièce à chaque moment. Alors, dans ce cadre-là, des enfants, malheureusement, aujourd'hui, il y a 160 enfants que le seul but, c'est vraiment d'assassiner leur enfance dans les prisons et leur rendre une enfance brutale. Parce qu'une fois un enfant qu'il est en prison même pour quelques jours, pour quelques mois, vraiment il sort pas le même enfant dans lequel il est rentré. Les femmes aussi, ils subissent les mêmes circonstances de détention. Des fois, ces circonstances, ces conditions sont vraiment plus pires et plus graves. Aujourd'hui, il y a 40 femmes palestiniennes détenues. La plus récente arrêtée il y a 2 jours, Layan Kayed de Ramallah, une ancienne jeune prisonnière étudiante. Ces femmes, des fois, les circonstances sont pires parce que les moindres de leurs besoins n'est pas respecté. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y a des femmes enceintes qui s'étaient arrêtées pendant leur grossesse. Au moment de leur accouchement, ils étaient envoyés dans une prison, on va dire, un hôpital-prison qui s'appelle Ramleh. Et au moment de leur accouchement, pour des raisons de sécurité, ils étaient obligés d'accoucher, mais avec une main et un pied attachés et menottés au lit pendant leur accouchement. Et après, ils ont le droit de garder le bébé 2 ans avec eux dans le prison. Alors, ils gardent l'enfant 2 ans en prison et après, ils envoient le bébé à l'extérieur. Mais c'est arrivé dans 2 cas qu'il y avait toute la famille arrêtée. Il y avait le père, la mère, les frères, les sœurs. Il n'y avait personne à l'extérieur pour accueillir le bébé après 2 ans de prison. Alors, ces femmes, juste récemment, en février, ils ont demandé d'améliorer leurs conditions de détention. Ils sont fait gazer dans leur cellule, menottés pendant 1 jour et demi par terre et vraiment torturés. Alors ces femmes aussi subissent cette torture quotidienne dans les prisons. Il y a aussi la question des prisonniers malades. Les prisonniers malades, malheureusement, il y en a 1000 aujourd'hui. Une fois que tu es malade avec une maladie sérieuse, on va dire, dans les prisons israéliennes, tu vois que c'est la fin de ta vie dans la prison. Parce qu'il n'y a jamais le soin adapté pour les maladies. Une fois que tu tombes malade, pour des semaines, ça va traîner, ça va être l'aspirine pour n'importe quelle maladie. Alors, si tu as une maladie grave, elle va s'aggraver de plus en plus. Aujourd'hui, on a 29 prisonniers avec la maladie de cancer qui ne reçoivent pas le soin adapté. Walid Daqqa, un ancien prisonnier des territoires 48, qui est depuis 37 ans en prison, qu'ils ont découvert qu'il a une maladie de cancer il y a quelques années. Ils refusent de le libérer malgré qu'il lui restait 2 ans. Le ministre israélien Ben Gvir qui vient de déclarer il y a quelques jours que Walid il doit mourir dans les prisons
israélienne est de ne pas sortir. Alors même l'utilisation des maladies pour la torture, c'est fait. Je me souviens de Setan et Louis Setan, un ancien prisonnier qu'on était ensemble en 2008. À l'époque, il avait passé déjà 23 ans en prison, il lui restait 2 ans. Avant quelques mois de sa libération, avant 2 ans de sa libération, ils ont découvert la maladie de cancer. Après 6-8 mois de demandes qu'ils ont traîné, il s'est fait opérer. Et comme il a un statut un peu spécial, il est druze du plateau du Golan, alors à la demande, il y avait plusieurs demandes pour sa libération. Le docteur de la prison, il a dit que maximum il va vivre à 6 mois, alors c'est pas la peine qu'il meure dans la prison, et il a conseillé de le libérer. Ils l'ont libéré, au bout d'1 an il n'était pas mort, alors le même tribunal qui l'a libéré, il a essayé de le remettre en prison parce que les calculs les calculs des docteurs n'étaient pas bons. Alors c'est dans cette mentalité-là qu'on reçoit le soin. Avant-hier, ils ont décidé d'annuler les soins des dents dans les prisons. Et ils ont dit, si un prisonnier il veut voir un dentiste, il doit payer. Et sa famille, elle doit payer l'administration de prison pour voir un dentiste. Alors, il y a des morts. D'accord. Alors, à cause de ces mauvais traitements et d'autres façons, malheureusement, bien évidemment, il y avait avant, mais depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 240 prisonniers morts dans les prisons israéliennes. Depuis le début de cette année, 3 prisonniers morts. Les prisonniers sont morts de différentes manières. Il y en a qui sont fait assassiner directement après l'arrestation. Il y en a qui sont morts à cause des tortures psychologiques et tortures physiques dans les interrogatoires. Et la majorité, ils sont morts aussi à cause de cette négligence médicale. Mais le plus pire, le plus inhumain et dangereux, que les Israéliens, même après la mort de ces prisonniers, ils gardent les corps morts détenus jusqu'à la fin de la détention de ces corps morts. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, on a 13 corps des prisonniers détenus dans ce qu'on appelle des cimetières aliméraux, juste pour la continuité de la torture pour les familles, la torture pour la torture de la société palestinienne. Je m'arrête là pour la première question. J'étais assez long, je suis désolé. Et après, on peut continuer. Oui. Par rapport à la justice internationale. Regarde, la question de la CPI ou la Cour pénale internationale, je pense qu'on voit le déséquilibre de comment la communauté internationale elle gère les questions, parce que il y avait pour l'Ukraine, ça a vite bougé. Ils ont à peine déposé la plainte. Il y avait la demande de l'arrestation de Poutine et qu'elle n'a même pas pris quelques mois. Alors que le dossier palestinien, ça fait 75 ans. Et il y avait des demandes, il y avait des plaintes, et tout est fait. Il y avait les décisions de destruction du mur 2009 qui n'étaient pas respectées. Je pense que la question de la justice internationale, on peut juste la voir quand on a vraiment un mouvement de solidarité internationale et une résistance palestinienne très forte qui impose, eux, leurs lois sur la communauté internationale. Merci Salah. Alors maintenant Elsa, je me tourne vers toi. Elsa, ton engagement dans la défense des droits humains du peuple palestinien, il est ancien. Les punitions collectives pour les familles des détenus, puis spécialement pour votre famille, et surtout ton interdiction de rejoindre ton foyer à Jérusalem, le silence des autorités françaises, puisque tu avais à ce moment-là, je crois,
un contrat avec le consulat de France à Jérusalem. Et puis, une dernière question, quel accueil en France pour celles et ceux qui défendent les droits humains, la justice pour le peuple palestinien? Bonsoir, merci à tous les organisateurs du coup pour cette invitation. C'est un honneur pour nous de venir à Marseille témoigner. Eh bien, mon engagement, effectivement, il date de quelques années. Moi, j'étais une jeune militante dans une organisation de jeunesse de gauche, on va dire. Donc, la question de la Palestine, effectivement, c'était et c'est toujours pour ces organisations une cause importante. Donc, très rapidement, je me suis rendue en Palestine et puis en 2006. La maman de Salah, Denise, qui est donc française et qui habite à Jérusalem, elle a contacté à l'époque le président de la FPS, qui était aussi député et qui est toujours mon père, Jean-Claude Lefort. Et elle lui a dit, bah, écoutez, je vous contacte parce que je suis un peu désespérée. Mon fils est en prison, il est incarcéré arbitrairement. Les autorités françaises, elles font le strict minimum, c'est-à-dire la visite consulaire, que n'importe quel Français incarcéré dans le monde, y compris s'il est accusé de choses horribles, et même s'il est condamné pour des choses horribles, reçoit cette visite. À part ça, il ne se passe rien, donc je me tourne vers la société civile française pour essayer de faire en sorte que mon fils ne croupisse pas en prison, puisque, alors à l'époque, il n'était pas encore condamné, mais il risquait au début, ce qui lui avait été effectivement imposé, c'était 14 années de prison, sauf s'il plaidait coupable. Donc son avocate a plaidé coupable, ce qui est le cas de la plupart des détenus palestiniens, puisqu'en fait c'est un marchandage de peine. Hein. Si on vous dit, vous toutes et tous, même si vous êtes attachés à une cause, si on vous dit c'est 7 ou 14 ans, je pense qu'il n'y a personne qui va décider qui va prendre 14 ans. Donc voilà, un comité de soutien à l'époque s'était créé. Et moi, je travaille aussi dans la vie. Et mon domaine, c'est la communication. Donc moi, je m'occupais de tout ce qui était communication du comité de soutien. Donc j'ai eu... à l'époque, c'était difficile. Hein, entre 2006 et 2011, quand Salah a été libéré. Pour faire bouger les médias, c'était Silence Radio. Un Français qui était détenu en Israël, ça intéressait personne. Pour faire bouger les élus, c'était aussi difficile, à part bien sûr à la gauche de la gauche. Mais voilà, on n'a pas lâché. Il y a eu des conférences qui ont été faites et dès le début, et c'était la volonté de Salah et c'était notre volonté à tous dans le comité de soutien, c'était de dire, d'accord, on parle de Salah parce qu'il est franco-palestinien et que du coup il y a un sens d'interpeller les autorités françaises en France, mais le but c'est pas de parler de Salah pour parler de Salah, c'est de parler de Salah pour parler de tous les prisonniers politiques palestiniens, parce que c'était une des parties de l'occupation qui n'était pas forcément très médiatisée en France, et donc ça incarnait, en fait, on avait un exemple concret d'un Palestinien qui était, Salah l'a dit tout à l'heure, il a été arrêté quand il était tout jeune, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que il a aussi été témoin de raids à son domicile quand son oncle était recherché. Il a été blessé par balle lors d'une manifestation. En fait, comme beaucoup de Palestiniens, il accumule dans sa vie un grand nombre de répressions de l'occupation. Et voilà, l'important c'était vraiment aussi de parler de tous, parce que c'est pas juste une cause, mais les autorités françaises pour nous avaient et ont toujours une responsabilité dans la défense d'un citoyen français. À l'époque, ils étaient aussi pleinement investis dans la défense d'un autre citoyen français, qui était un caporal de l'armée israélienne et qui s'appelle Gilad Shalit et qui était détenu à Gaza. Alors pour lui, c'était beaucoup de médias, beaucoup d'honneurs, beaucoup de portraits sur des mairies, alors que quand il a été arrêté, il était un soldat d'une armée d'occupation
en service, alors que Salah était arrêté en tant que jeune étudiant, un civil, voilà. Donc Salah a été libéré pas la première fois, c'était la troisième en 2011 dans le cadre de l'échange justement contre ce soldat franco-israélien Gilad Shalit. Et depuis, il n'a pas cessé d'être, il n'a pas été vraiment libre en fait. Il y a eu des ordres militaires qui l'interdisaient d'aller dans des endroits. On s'est mariés. Et puis, effectivement, comme tu le disais, 2 ans après notre mariage, alors que je travaillais pour le consulat de France à Jérusalem, que j'avais un visa d'employé du consulat de France à Jérusalem, donc on peut imaginer que ça peut un peu protéger, que la France, c'est un pays qui sait se faire respecter. Je suis venue en France pour un voyage et à mon retour, j'étais enceinte de 6 mois. J'ai été arrêtée à l'aéroport de Tel Aviv et mis en détention 3 jours. Et on m'a dit que je ne pourrais plus jamais aller, plus jamais, à l'époque on m'avait pas dit que c'était pour 10 ans, mais en tout cas on m'avait dit non, vous ne rentrez pas chez vous. Voilà, l'enjeu c'était surtout que notre fils ne naisse pas à Jérusalem, parce que ça là je pense on en parlera tout à l'heure, mais les Jérusalémites ont un statut particulier et il y a une vraie importance de naître à Jérusalem pour que les bébés, les enfants soient reconnus comme citoyens de Jérusalem. Et donc il y avait cet enjeu-là, et le deuxième enjeu, qui est le côté punition collective, c'est d'utiliser la famille de quelqu'un pour le contraindre à partir, en fait, parce que du coup, moi je me retrouvais enceinte en France, au moment où voilà, vous êtes vous vous projetez dans un futur joyeux, comme disait Salah, il cible toujours des moments clés de votre vie, un mariage, une naissance, un peu pour dire aux Palestiniens soyez pas trop heureux parce que nous on est toujours là, pour vous dire que on va pas vous lâcher. Donc voilà, et après ça a continué. Salah a été arrêté en 2017, donc on a réactivé le comité de soutien. Alors au fil des années ça a été plus facile parce que du coup nombreux d'entre vous avaient vu Salah entre ses détentions, il était libre de venir et de témoigner, donc les gens, c'était plus facile de mobiliser, et on avait aussi de plus en plus d'élus qui nous soutenaient, donc on a continué, mais ils ont continué aussi leur acharnement jusqu'à une dernière peine de prison de 2021 à 2022 qui s'est terminée par la déportation de Salah le 18 décembre. Donc nous, on a essayé, pour moi, c'est pas un échec. Salah, ils ont été obligés de l'expulser, ils ont été obligés de commettre un crime de guerre. C'est l'ONU qui qualifie cette déportation de crime de guerre. Ils ont été obligés parce que Salah, il est toujours resté droit et digne, et il a jamais, malgré toutes les pressions et malgré tout le poids effectivement sur les familles, parce que on parle de nous, mais effectivement, par exemple, il y a des punitions quand récemment, en septembre, Salah et 39 autres prisonniers avaient fait une grève de la faim. Pendant cette grève de la faim, les familles n'ont pas le droit de visiter les détenus. Donc c'est une punition pour le détenu, mais c'est aussi, il y a toujours la famille qui est privée, qui est inquiète. Ils sont en grève de la faim, dans quel état ils sont. Bon, Salah en plus, il avait été mis à l'isolement, donc effectivement, la famille est toujours utilisée pour mettre la pression et pour contraindre les gens soit à abandonner leur engagement politique, soit à partir en fait. Voilà. Donc, c'était quoi ta deuxième question ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France ? Ah oui, et en France, vous savez autant que moi que c'est difficile de militer pour la Palestine en France. Déjà parce que c'est ce qu'ils appellent un conflit, même si c'est pas un conflit, mais c'est une occupation. Cette occupation dure depuis tellement longtemps que pour pas mal de monde, c'est quelque chose de fréquent. On entend parler de la Palestine de temps en temps aux infos, ou des fois ça vaut pas plus qu'un bandeau sur les chaînes d'information. C'est difficile. Il y a aussi une volonté aussi de l'État français de criminaliser le soutien
à la Palestine. On l'a vu notamment le ministre de l'Intérieur Darmanin qui s'en prend notamment au collectif Palestine Vaincra et à d'autres collectifs. Et puis vous l'avez vu ici quand une réunion en présence du président d'Amnesty International a été aussi déplacée à de nombreuses fois. Voilà, c'est vrai que c'est difficile actuellement. Il y a l'État français qui n'aide pas et puis aussi il y a un fort mouvement de pression sur l'État, sur les villes, sur les députés. Je pense notamment à Ercilia Soudet, une collègue de Daniel mais même Daniel, qui sont harcelés sur les réseaux sociaux dès qu'ils parlent de Palestine et qui sont traités d'antisémites à tout va. Effectivement, c'est difficile, mais je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que nous, on vit rien de grave, hein, même si c'est pas agréable cette répression, mais comparé à ce qu'endure le peuple palestinien, à leur quotidien de souffrance et de lutte, je pense qu'il faut pas lâcher et puis voilà, il faut, comme disait Salah, il faut pousser les médias, les politiques à ce que la Palestine et le droit du peuple palestinien soient à l'agenda de toutes les instances internationales. Donc voilà, faut rien lâcher, je pense. Je salue l'arrivée de Norig Neveu, adjointe à la mairie du 4-5, et de Pauline Tournier, attachée parlementaire d'Hendrik Dave. Peut-être si tu veux peut-être ajouter quelque chose, Salah? Il y a deux choses avant de... On a combien de temps? Ouais, d'accord. Alors, pour parler de notre sujet sur la question qui est importante aussi, sur la question de Jérusalem. Il faut savoir que Jérusalem, elle était occupée sur deux parties. Il y en a une qui s'était occupée en 48 et l'autre elle était occupée en 67. La majorité du parti qui a été occupé en 48, les Palestiniens là-bas, soit ils sont fait tuer, comme c'est passé à Deir Yassin et d'autres villages, soit ils étaient envoyés, expulsés dans les camps de réfugiés. Alors la majorité des Palestiniens ne sont plus dans leur territoire. La deuxième partie qui était occupée en 67, là où je suis né moi, la majorité des Palestiniens se sont restés. Cette partie, les gens qui sont nés à Jérusalem, ils sont nés sans nationalité. Ils n'ont pas le droit d'avoir une nationalité, ni israélienne, ni palestinienne. On est né, moi je suis français, j'ai la nationalité française parce que ma mère est française. Les restes des Palestiniens n'ont pas de nationalité. Pour voyager, parce que je sais la question comment ils voyagent, pour voyager, ils ont un document qui s'appelle laissez-passer. Ils le renouvellent tous les ans. C'est là où ils demandent leur visa. Alors ils ont 100 nationalités. L'occupant israélien, c'était clair dès le début qu'il veut mettre les deux parties, celle de 48 et 47, qu'elles soient le capital uni de l'État d'Israël. En 82, il a fait la loi de la réunification de la ville. 95, après les accords d'Oslo, il a fait une loi qui s'appelle le centre de vie. Il faut prouver que tu vis toujours à Jérusalem pour garantir que tu gardes ce papier, cette carte de résidence qui te permet de vivre à Jérusalem. Parce que si tu la perds, ça veut dire que tu es viré de la ville automatiquement maintenant. 2018, la première loi qui a été faite, qui s'appelle le défaut d'allégeance. Déjà, dans le droit international, on n'a pas à donner allégeance à une force occupante. Alors, cet défaut d'allégeance qui a donné le pouvoir au ministre de l'Intérieur de révoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem, sous prétexte qu'il y a un dossier de sécurité secret. Moi, personnellement, moi et mes avocats, jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas affrontés avec des preuves pourquoi ma carte elle était retirée. Dans ce cadre de cette loi de défaut d'allégeance, on était 13 Palestiniens à être visés par cette loi. Moi,
et 7 autres prisonniers qui sont toujours en prison, et au moment de leur libération, on ne saura pas où est-ce qu'ils vont être libérés. Et le reste, c'est les cartes parlementaires palestiniens qui s'étaient élus en 2006, par la population palestinienne, c'est des députés. Et alors, leur carte de résidence aussi, elle était révoquée. Et depuis, ils étaient expulsés en force dans les territoires de l'autorité palestinienne, où ils n'ont pas de papiers, ils n'ont pas le droit d'avoir des nouveaux papiers. Ils vivent dans l'apartheid total, ils n'ont pas le droit de circuler, ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas le droit d'avoir de l'assurance médicale ou de sécurité sociale. Ils sont arrêtés tous les ans en détention administrative. Là, juste récemment, 2 parmi eux, 2 députés, ils sont fait arrêter en détention administrative. Alors la question de Jérusalem, il y a vraiment, pour moi, et pour les gens de Jérusalem, la Nakba depuis la catastrophe palestinienne n'est pas terminée. Et c'est vraiment le but, c'est de faire partir les Palestiniens. Toutes les politiques israéliennes faites sur place, c'est fait pour faire partir les Palestiniens. La construction du mur, qui a totalement changé les frontières historiques de Jérusalem, qui a fait partie déjà 150 000 Palestiniens hors des frontières de Jérusalem. Bon, ils n'ont pas perdu la carte de résidence, mais ils peuvent la perdre dans le futur. Ils sont dans des quartiers surpopulés derrière le mur. Alors physiquement, ils sont derrière le mur. La construction, la colonisation, la continuation de la colonisation de Jérusalem, ça continue. Le projet colonial, que ce soit par exemple le téléphérique, un nouveau projet qui va être construit en 2030, et le tramway qui a été construit par une compagnie française, la continuation de la destruction quotidienne des maisons, juste depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, en Cisjordanie et Jérusalem, 138 maisons détruites par l'armée israélienne. La confiscation des maisons à Jérusalem, ça continue. La confiscation des restes des terres. Les destructions, il y a un plan de détruire 2 grands quartiers. Le quartier de Sheikh Jarrah, qui était arrêté grâce à la résistance palestinienne en 2021, et le quartier de Silwan, qui est juste collé à la vieille ville de Jérusalem. Ce quartier, ils prétendent que à la place de ce quartier, il y a 3000 ans, il y avait le jardin de David, alors que David il sortait de la vieille ville pour aller boire son café dans ce jardin. Alors aujourd'hui, ils ont prévu de détruire tout un quartier pour créer ce jardin et faire ce jardin. Alors vraiment, à Jérusalem, il y a ce nettoyage ethnique qui continue quotidiennement. Moi, ma déportation, à 38 ans, je vis à l'exil. J'ai bien compris le sentiment des Palestiniens de 1948, qui s'étaient mis dans les camionnettes et envoyés au Liban, envoyés en Jordanie ou ailleurs. Alors le projet n'a pas continué. Le projet, il continue toujours. Le projet de cette colonisation n'a pas arrêté. Alors ça, c'est ce qui concerne Jérusalem. Je ne sais pas s'il y a encore des questions ou je peux conclure sur les questions des prisonniers. Après, tu veux rajouter quelque chose? Alors, pour retourner sur la question des prisonniers, je sais que l'image que j'ai donnée, c'est une image très, très sombre, on va dire, une image qui est difficile, une image qui est inhumaine, c'est vrai. Mais il y a un autre côté, j'aimerais bien parler là-dessus, que pour les prisonniers palestiniens, c'était hors de question qui nous brise notre volonté, qui nous casse notre mentalité. C'était hors de question qu'ils réalisent ces buts sur nous, sur nos corps et sur nos cerveaux. Pour nous, c'était hors de question. Alors on a tout fait l'inverse pour rendre utile tout le temps qu'on passe en prison, les jours et les années qu'on a passées en prison. On a tout fait pour rendre utile ces années d'emprisonnement.
Alors on avait cette volonté que notre résistance n'arrête pas devant la porte des prisons, mais elle continue dans les prisons. On change de méthode, on change de façon de résistance, mais on n'arrête pas la résistance dans la prison. Alors on avait cette vie bien organisée. Parce que nous, pour mieux comprendre, on est isolés et détenus que entre prisonniers politiques. On n'est pas mixte avec d'autres prisonniers de droit commun ou d'autres. Alors on avait cette vie bien organisée. On avait par exemple nos élections discrètes, nos élus discrets, nos comités qu'on votait, les comités qu'on veut, ça dépend des besoins des comités de sécurité interne, des comités de culture, comités d'organisation, comités juste pour gérer la vie quotidienne, de comités de faire à manger. Bon, tout est choisi démocratiquement, on veut dire. On avait nos élections tous les 6 mois. Parce que dans la prison, c'est une question d'un combat entre l'être humain et le temps. Qui va contrôler qui? C'est toi qui contrôles le temps ou c'est le temps qui te contrôle? Si toi tu permets que le temps il te contrôle dans une prison, là t'es perdu. Mais si toi tu arrives en tant qu'organisation des prisonniers à vraiment gérer le temps et remplir l'emploi de temps au maximum, c'est là où tu vas rendre ces journées et ces années de prison efficaces, on va dire. Alors on avait ces journées bien chargées, réveil collectif, 8h, 9h, ça dépend si c'était été ou l'hiver. Petit déj collectif, 9h, 9h30, on sortait dans la cour, on rentrait, on donnait la première cour pour tout le monde. Ça dépend de la cellule, parce qu'il y a des cellules où on était à 3, il y a des cellules où on était à 8, il y a des cellules, des fois on était à 40, alors ça dépend. Alors ces cours, c'était différentes. Ça dépend qui était présent. Des fois, tu avais des journalistes, des spécialistes, des journalistes qui donnaient des cours de journalisme. Il y avait des philosophes. Alors, il faut donner des cours de philosophie. Des anciens prisonniers qui ont beaucoup lu des analyses de l'histoire, sur les histoires des peuples, sur le combat des autres peuples, sur la question, pour approfondir la question idéologique chez les jeunes. On faisait des cours d'idéologie pour les jeunes. Bon, on faisait tout, des cours de tout. Et après, on avait 1 heure, 2 heures de lecture de l'après-midi, parce que pour les prisonniers, c'était obligatoire au moins de lire de 2 à 3 livres par mois. Après, on sortait dans la cour collectivement, on rentrait, une deuxième cour, faire à manger le soir. Bon, il y avait cette vie bien chargée, bien organisée. Tu avais des modèles devant toi, des modèles qui sont là depuis 20, 30, 35, 30, et là le plus récent qui est sorti, qui a passé 40 ans dans les prisons. Alors tu as ces modèles qui sont pas cassés depuis des années, qui te donnent aussi de la force et qui te donnent de l'énergie de continuer. Moi, à 16 ans, dans un passage où j'avais 16 ans, j'ai vu un prisonnier, et en 2022, je l'ai vu, il était toujours en prison. Alors que moi j'ai fait 6 allers-retours en prison entre 2001 et 2022. Il était toujours là, digne, avec sa résilience, et il continuait son combat dans la prison. Alors il y a ces images-là qui donnent de la force. Il y a le combat quotidien, il y a le combat pour améliorer les circonstances des détentions, mais aussi, comme elle a dit Elsa, il y a des combats aussi pour défendre notre dignité. Il y avait on a fait une grève de la faim. La question de la grève de la faim, je veux parler de la grève de la faim. La grève de la faim, c'est le moyen stratégique, je veux dire, pour défendre notre dignité et défendre notre droit. Parce qu'on avait d'autres moyens quotidiens de refuser d'être compté, de refuser de sortir à la cour, de refuser de recevoir des visites des parents, et plusieurs moyens de proteste contre l'administration de prison. Mais le moyen stratégique, je veux dire, c'était la grève de la faim.
Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas facile de prendre décision de déclencher une grève de la faim. C'était une énorme responsabilité. Parce que si on faisait 3 ou 4 000 une grève de la faim, on savait qu'à la fin de la grève de la faim, on peut retourner avec 1 ou 2 ou 5 ou 10 de moins, alors qu'ils sont morts dans une grève. Alors, éthiquement, pour nous, c'était une autre responsabilité de déclencher cette grève. Mais il y a des moments où on ne pouvait plus et on arrivait à un impasse dans les négociations avec l'administration de prison où on déclenchait des grèves de la faim. Moi, j'en ai fait 2 de grèves de la faim, une en 2011 et une en 2022. Alors, dans la grève de la faim, déjà pour organiser une grève de la faim, c'est une organisation qui est très difficile, de faire la communication entre les 10-20 prisons, de choisir les noms, de se mettre d'accord sur les noms, de se mettre d'accord sur les listes de demandes, de se mettre d'accord sur le petit comité qui va gérer la grève de la faim, qui va négocier au nom de tous les prisonniers, de faire la communication avec l'extérieur, de faire la communication avec les médias, tout ça, ça se passe bien sûr discrètement. Apprendre aux jeunes, aux nouveaux jeunes, comment faire les formations aux jeunes, comment on fait une grève de la faim pour les gens qui n'ont pas fait une grève de la faim avant. On s'apprend, des fois, une grève de la faim collective, elle peut arriver à 1 an, à 2 ans, à 3 ans de préparation. Mais au moment de déclenchement de cette grève, il y a vraiment des crimes de guerre qui peuvent être commis contre les prisonniers en grève. Moi, la dernière grève de la faim, au moment du déclenchement de la grève, j'étais mis à l'isolement total, une petite cellule de 2 mètres carrés, un petit lit attaché au sol, un matelas de 2 cm avec une couverture. Tous mes biens, ils étaient confisqués. Devant le lit, il y a un petit mur, on va dire, et derrière, il y a les toilettes. Il n'y avait pas une douche dans la cellule. Le sel, il était confisqué. J'avais le droit qu'à une bouteille d'eau. J'avais une caméra installée au-dessus de ma tête 24 heures sur 24 heures. Des pressions à l'heure quotidienne par l'administration de prison pour essayer d'arrêter la grève de la faim. Par exemple, le corps, après 4-5 jours de grève de la faim, tu peux à peine dormir 4 ou 5 heures dans la journée entière. Alors la nuit, quand ils te voient que tu es tombé en sommeil, 1 heure après, ils viennent et ils ouvrent la porte. Déjà, c'est vraiment à l'isolement total, hein. Il n'y a pas de fenêtre, une porte blindée, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout. Et au moment qu'ils te voient en train de dormir, et ils ouvrent la porte, ils rentrent, 4-5 polices bien blindées. Ils disent, ils te réveillent, on va fouiller la chambre qui est déjà vide. Alors ils te réveillent, juste ils te mettent à l'extérieur pour perturber ta sommeil, pour te faire perdre d'énergie et des forces. Après, quelques heures après, il y a un autre gardien qui vient avec un menu en disant, voilà, il n'y a pas que la nourriture de la prison que peut t'offrir, on peut t'offrir même des plateaux de l'extérieur de la prison. Si tu veux, on te ramène un burger, on te ramène je sais pas quoi, juste pour mettre la pression. Les docteurs et les infirmiers sont complices aussi. Ils viennent distribuer des tracts en disant, oui, voilà, tract numéro 1, tu veux devenir aveugle dans combien de jours, tu vas devenir sourd dans combien de jours, tes cheveux vont jamais pousser dans certains temps. Bon, toutes les pressions sont faites. On était des fois, pas dans cette fois-ci, dans une autre grève de la faim, on était transférés dans une façon arbitraire, dans un bus de transfert blindé de fer, menotté main et pied. Après certains jours de grève de la faim, on se fait transférer 15 heures et 16 heures de trajet, alors qu'on n'avait pas des forces, on était menotté main-pied dans un bus blindé où il faisait vraiment une chaleur énorme et on n'avait pas le droit de toilette. Bon, ça nous arrivait aussi en grève en 2011, après quelques jours de grève, je pense 10-12 jours de grève, où les gardiens ils sont venus, on était isolés 8 dans chaque cellule, dans une section où il y a 15 cellules. Les gardiens qui sont venus, qui ont installé des grands ventilateurs devant les fenêtres de la cellule. D'un coup, ils ont démarré les ventilateurs.
Jusqu'à le moment, on ne comprenait pas pourquoi. Quelques minutes après, ils ont fait rentrer des prisonniers de droit commun israéliens. Ils ont installé leur barbecue, ils ont démarré leur barbecue juste pour faire rentrer l'odeur de viande grillée, l'oignon grillé dans nos cellules pour nous mettre la pression pour demander à manger. Mais aussi, c'est arrivé dans les années 80, mais après, c'est légalisé, c'est devenu légal là, il y a récemment. Dans les années 80, il y avait une grève de la faim qui était déclenchée, il y avait une grande solidarité avec les prisonniers. Et il y avait une décision politique israélienne d'arrêter cette grève de la faim. Et un directeur de la prison qui a fait l'initiative, il a pris en force 3 prisonniers, il les a menottés chacun sur un lit. La méthode, c'était de faire entrer un tube par le nez qui va jusqu'à l'estomac et de renverser du lait dans les estomacs des prisonniers. Malheureusement, dans 2 de ces cas, le tube n'est pas allé dans l'estomac, il est allé dans les poumons. Et ils ont renversé du lait dans les poumons et les 2 prisonniers ils étaient morts directement. Alors c'est dans cette façon-là, les grévistes, la grève de la faim est traitée par l'occupation israélienne, par l'administration de prison. Je m'arrête là et après je fais la conclusion de ce que je pense à la fin de l'intervention. Alors, comme je vous l'ai dit au début, on va mettre un micro là-bas et on demandera aux personnes qui veulent poser une question de se rapprocher du micro. Donc, pour laisser le temps de l'installation, je vais le garder. D'accord, voilà. Ce sera sécurisé de toute façon. Alors, je rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure. Ne vous fatiguez pas à filmer ou à enregistrer parce que tout sera public et sur les réseaux sociaux. Donc, nous n'avons rien à cacher. Mais je voulais juste, pendant que ça s'installe, tout ça, revenir sur quelques points de droit international. La résolution 181 du 27 novembre ou 29 novembre 1947, a partagé la Palestine en 3 entités. Un État que l'on appelait juif de 52% du territoire de la Palestine historique, un État de 48% qui était destiné à l'État dit arabe, les 52% étaient destinés à l'État dit juif. En fait, il restait quelques pourcentages, c'était 51 et quelques et 47 et quelques. Le reste, c'était le statut de Jérusalem, qui devait être un statut indépendant. Aujourd'hui, l'État colonial israélien contrôle plus de 72% de la Palestine, sans compter les colonies de Cisjordanie, sans compter la zone dite C, qui couvre, je crois, 30, 40, 50%, 62% de la Cisjordanie. Donc aujourd'hui, on en est quasiment à un contrôle total de la Palestine. Et comme le disait Salah dans un autre entretien, l'autorité palestinienne, malheureusement, n'est plus une autorité nationale palestinienne, mais c'est quelque chose comme une municipalité qui gère les fonctionnaires, qui gère le ramassage des poubelles, et je ne sais plus trop quoi, mais enfin, quasiment rien. Donc pour nous, Français, Jérusalem ne peut pas être ni la capitale de l'État d'Israël, comme certains veulent le faire croire, et ne peut pas être une seule municipalité. Nous, en tant que collectif Palestine Marseille en résistance, sommes extrêmement attachés au respect du droit et nous souhaitons que notre ville revienne sur l'accord de partenariat qui a été signé en 2006 entre M. Gaudin et le maire de l'époque de Jérusalem, un accord de partenariat entre notre ville et la ville de Jérusalem, car cet accord est totalement illégal, en violation du droit français et du droit international que reconnaît la France. La deuxième chose, sur les pressions. Les pressions, vous le savez, elles s'exercent partout, à tous les niveaux, et elles s'exercent aussi au niveau de notre ville. Nous ne ferons pas l'honneur à ceux qui exercent les pressions de les nommer. Mais ce que nous voulons dire, comme le disait Desmond Tutu, c'est qu'entre la complicité par le silence
Il y a pire que ça, il y a cédé aux pressions qui sont faites, et malheureusement, aussi bien lorsque la conférence du président de Amnesty International a eu lieu, en lui refusant au dernier moment une salle et en proposant une autre salle, mais bien loin, ou bien récemment lorsque nous avons demandé une salle pour la mairie pour cette conférence, où on nous a proposé un statut avec une association certainement très sympathique, mais qui a des amitiés avec ceux qui font des pressions, nous avons refusé, nous avons préféré venir ici, chez des personnes, un syndicat, qui respecte le droit des salariés et qui respecte aussi le droit international. Donc merci à la CGT, merci au service d'ordre, et tout de suite je passe la parole. Magali, si vous avez des questions, vous vous approchez de Magali. Et les questions, je le rappelle, elles sont brèves, ce n'est pas leur discours. Voilà, le micro est ici, donc là je vais passer la parole au premier intervenant qui va prendre le micro et voilà, au fur et à mesure, on fait comme ça, on demande à ceux qui veulent parler de se déplacer. C'est pas moi qui leur amène le micro, c'est eux qui viennent. Je vais essayer d'aller très très vite. Alors, merci pour votre conférence. On est beaucoup à soutenir le peuple palestinien, avoir de la sympathie. Mais au-delà du respect que l'on peut avoir pour votre combat, on a de la considération pour des gens qui ont mis leur liberté entre parenthèses et dont le combat s'est fait au détriment de la famille et de sa propre liberté. Donc en cela, je voulais vous remercier et je vous témoigne toute ma considération et sûrement de celle de beaucoup d'autres. Merci pour votre combat. Il vous honore en tout cas. J'ai juste 3 petites remarques qui sont des questions mais assez rapides. La première, pourquoi ce qui a été possible pour l'ex-Yougoslavie ou pour l'Afrique du Sud n'est pas possible pour la Palestine, c'est-à-dire le boycott de la communauté internationale. Secondement, vous parliez de droit de grève, et je ne sais pas s'il réside simplement sur un espoir, un vil espoir que ça puisse changer les choses, mais est-ce que vous considérez qu'une entité, l'entité sioniste qui est capable de retenir des corps, des cadavres, pour leur faire payer une peine arbitraire, est-ce que c'est simplement possible? Ils peuvent être attendris, est-ce qu'il est susceptible qu'ils puissent être attendris par une grève de la faim, quand des cadavres sont retenus arbitrairement? Voilà, déjà, ça en gros, la question, c'est le pourquoi de la grève de la faim. Voilà. Et dernièrement, en fait, aujourd'hui, il y a des athlètes russes qui sont boycottés pour l'intervention en Ukraine. Quand en France, la Cour de cassation qualifie en fait d'appel à la haine raciale quand on boycotte des produits légitimes israéliens issus de la colonisation. Alors je vous demande, nous, en tant que Français, quand déjà là, on a du mal à exercer nos droits qui sont reniés, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que notre combat ait le moindre chance d'exister au-delà des pétitions de principe et des conférences dans des salles exiguës quand le vélodrome était plutôt approprié aujourd'hui? Voilà, merci à vous. Laissez passer le monsieur qui a demandé la parole de suite. Désolé. Non, mais très rapidement, avec une délégation du mouvement d'appel, nous étions allés en 2002, je crois, je ne me rappelle pas bien. Et nous avons été reçus par Arafat et quelques jours après, il était arrêté par les militaires. Mais je voudrais avoir une précision par contre. Après, nous sommes partis pour la Bethléem, bien sûr, interdit de penser à Jérusalem. Et nous sommes arrivés près de Bethléem. Qu'est-ce qu'on a vu? Un champ d'olivier en train, il est coupé à 1 mètre de hauteur. Non, mais là, par contre, je voudrais une précision par rapport aux démolitions des maisons des Palestiniens. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup en ce moment. Vous nous expliquez comment, après, leurs difficultés, je crois que c'est affreux quand même. Et déjà, en 2002, nous avons assisté à une démolition de maisons, nous avons essayé de mettre devant, nous n'avons pas réussi. Voilà, je vous demande la précision. Merci. Tu veux qu'on en prenne plusieurs, ça là, ou tu veux répondre Oui, je peux répondre là aux 3-4 questions. La question de la Yougoslavie et quoi faire, je pense que les deux questions elles sont liées une à l'autre. Alors la question du pourquoi ça se passe, ce qui est ok par exemple pour l'Ukraine n'est pas d'accord pour les Palestiniens, ce qui était d'accord sur la Yougoslavie, pourquoi c'est pas d'accord pour les Palestiniens? Moi je pense que c'est le rapport de force. On peut pas... La communauté internationale, elle était dès le début, même avant 1948, quand on parle de 1917 et au-delà,
elle était complice sur la question de l'occupation de la Palestine. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, cette complicité n'a pas arrêté. Cette participation à l'occupation, que ce soit britannique à l'époque, les débuts, ou que ce soit aussi américaine, ou que ce soit française ou d'autres, n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Il y avait aussi la faute des Palestiniens des accords de Oslo qui a rendu plus difficile la délimitation de l'état de l'occupation. Mais je pense c'est une question de rapport de force mondiale, et c'est aussi ce qui se passe dans la région et comment les choses politiquement ils changent. Je pense que cette question d'imposer un embargo sur l'état de l'occupation, il ne dépend pas que de la situation des Palestiniens, mais il dépend aussi de la question sur le rapport de force régional dans le monde arabe aussi, et la question internationale. Alors pourquoi la question de la grève de la faim, non, la grève de la faim, elle peut aboutir à quelque chose. Parce que, comme j'ai dit, la grève de la faim, la majorité des grèves, on n'était pas seuls, on n'était pas lâchés tout seuls à faire la grève de la faim. Il y avait cette solidarité, que ce soit internationale ou une solidarité du peuple palestinien qui sortait, qui manifestait, qui mettait la pression sur l'occupation israélienne, qui manifestait, qui allait au-delà de manifester, de confronter l'occupant. Il y avait la pression internationale qui poussait à négocier avec les prisonniers. Nous, ce qu'on a aujourd'hui dans les prisons, que ce soit la télé, que ce soit la plaque chauffante pour faire à manger, que ce soit ou les lits, parce qu'avant, dans les années 60-70, il n'y avait même pas des lits, les gens ils dormaient par terre. Tout ça, les générations après génération, on les a gagnés grâce à la grève de la faim, et il y avait des martyrs qui sont morts dans les grèves de la faim. Alors c'est vraiment dans le combat, dans les grèves de la faim, qu'on a gagné cette amélioration des conditions de détention dans les prisons. Alors c'est vraiment la pression de l'extérieur qui permet d'améliorer les conditions dans lesquelles les prisonniers ils négocient pendant les grèves de la faim. Alors quoi faire en France? Je sais qu'en France la situation n'est pas la plus idéale, on va dire. Il y a ce lobby pro-israélien qui a du pouvoir chez les autorités françaises, on le voit clairement. Mais malgré ça, je pense qu'on a de quoi à faire ici en France. Il y a beaucoup de quoi à faire en France. Parce que vraiment, le mouvement de solidarité, il est un mouvement très important pour le peuple palestinien. Il fait partie du combat du peuple palestinien. Il n'est pas loin du combat du peuple palestinien. Parce que ici, je dis on, parce que maintenant je fais partie d'eux, on a vraiment des missions énormes à faire. Il faut surtout qu'on commence sur la question de délégitimité cette occupation partout où on peut. Comme c'était dit, tous les jumelages avec les villes israéliennes, avec des villes françaises, doivent être annulés, parce que ces villes israéliennes sont construites sur des villages palestiniens détruits. Il faut travailler là-dessus. La question du boycott, la question d'envoyer maximum des délégations en Palestine, aller visiter, parce que c'est très important, parce qu'au moment où vous allez, vous n'entrez pas la même personne. Parce qu'on a vu juste récemment, l'annulation de jumelage entre la ville de Barcelone et la ville de Tel Aviv. Il y en a une autre à Liège, en Brésil aussi, il n'y a pas longtemps. Alors il y a cette avancée de la conscience de l'importance de délégitimité au maximum cette occupation. La question des destructions de maisons,
Alors moi, je suis pas spécialiste de tout en fait, mais je peux parler de ce que je connais. La question de la destruction, pas que des maisons, mais des déracinés, des villes et des villages entiers, c'était la logique sioniste dès le début de l'occupation de 48. Déraciné Lifta, déraciné Deir Yassin et d'autres villages. Environ plus ou moins 500 villages palestiniens, ils étaient totalement effacés pendant la guerre de 48. En 67 aussi, parce qu'il y a des villages autour de Jérusalem qui étaient totalement déracinés. La logique, parce que c'est dans la logique sioniste qu'ils veulent la Palestine soit des Palestiniens, alors la stratégie de la destruction des maisons, ça fait partie de la punition collective des Palestiniens. Juste récemment à Ramallah, il y en a une qui a été détruite, à Jérusalem aussi. Dès le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, en total 138 maisons sont détruites. Quand on parle par exemple à Jérusalem, quand on fait tomber un bâtiment où il y a au moins 40 à 50 habitants dans le bâtiment, ces gens, ils n'ont plus le droit où habiter. Ça veut dire que les gens, ils doivent partir de l'endroit où... bon, il y a quelques solidarités, il y a des familles qui prennent de là ou de là, mais la destruction des maisons, ça fait une des stratégies de faire partir les Palestiniens de leur terre. Ouais, et maintenant à Jérusalem, ils font payer les Palestiniens. Soit tu détruis toi-même ta maison, mais si c'est eux qui viennent détruire la maison, toi tu dois payer la destruction de ta propre maison pour la mairie de Jérusalem. Bonjour. J'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y avait des moyens de libérer, de libérer les prisonniers des prisons pour les familles et pour tout le monde? Ouais. Encore une question. On prend plusieurs questions. Merci. Bonjour à tous, Adil, merci vraiment à tous les organisateurs et puis merci à Elsa et Salah. Moi je vais oser la question, j'aurais pu la poser personnellement mais je vais la poser en public. Est-ce que l'émergence de la Chine et de ses alliés sont un espoir pour la résistance palestinienne? Merci beaucoup. Il y a encore deux personnes qui ont demandé, si tu veux bien, Salah. Une toute petite question, Salah. Est-ce que dans ton militantisme, la période où tu étais libre, est-ce que tu as eu des relations avec les anticolonialistes israéliens? Est-ce qu'Adamir en a? Et puis l'autre question, elle est sur... il y a une scission dans l'extrême droite israélienne. Il y en a une partie qui a manifesté longuement à Tel Aviv en dénonçant les fascistes juifs. Mais ceux qui étaient à la tête des manifestations demandaient le maintien d'une Cour suprême qui a légalisé la torture et qui a autorisé la destruction de Massafar Yatta. Est-ce que ça peut avoir un sens pour les Palestiniens de 48 de participer à ces manifestations et d'y constituer des cortèges anticoloniaux? Merci beaucoup. Ouais, il y a le monsieur. Bonjour. Moi, je fais juste un petit point d'histoire pour rappeler ce que le combat des Palestiniens représente pour certains ici et en Europe, en fait en Europe. Alors, bonjour. Je voudrais faire juste un petit point d'histoire pour rappeler ce que signifie le combat du peuple palestinien pour beaucoup de gens en France, mais aussi dans toute l'Europe. Je dois rappeler ici que pour les travailleurs immigrés en France, la question palestinienne importante a déclenché ce qu'on peut appeler, a été le moteur des luttes de tous les travailleurs immigrés qui se trouvaient en France, puisque en 1970, après la boucherie d'Amman, se sont créés un peu partout en France, mais également en Europe, des comités palestiniens.
ces comités palestiniens ont été investis par tous les travailleurs immigrés qu'il y a ici, bien entendu avec beaucoup de travailleurs français sur cette question. Et ces comités palestiniens ont porté de bout en bout la question de la Palestine, le combat des Palestiniens, mais ils se sont intéressés aussi à la situation qui leur est faite en France et en Europe en tant que travailleurs étrangers. Et du coup, donc, toutes les luttes qui ont commencé dans les années 70 ont été à la fois pour résoudre les problèmes que connaissent les travailleurs immigrés ici en France et en Europe, mais aussi c'est une lutte permanente pour le soutien aux travailleurs, à la Palestine, au combat des Palestiniens. Sachez, M. Omouli, que jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les luttes des travailleurs immigrés en France et en Europe, la question palestinienne reste centrale. Et donc, je me permets aujourd'hui de remercier le peuple palestinien pour une fois, parce que c'est toujours les Palestiniens qui remercient les autres de les avoir soutenus, de remercier le peuple palestinien d'avoir été le moteur de nos luttes ici. Bonsoir. Oui, moi c'était pour poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu des votes à l'ONU jeudi pour des sièges non permanents. Voilà, qui a été voté. Et en plus, en Afrique, il y a eu seulement que 2 pays représentés. Ce n'est pas des représentants. Voilà. Il y a eu des votes. Ouais. Ouais. Il y a eu jeudi des votes pour des postes non permanents pour le problème de la Palestine, quoi, pour les problèmes qu'il y a. Voilà. Et en plus, il y a la France, quoi. Il y a eu un boycott de la France avec quoi, comme d'habitude. La France, Israël, les États-Unis, l'Angleterre. Et je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous attendez? D'accord. Voilà. Je vais commencer par la... Ouais. Et excusez-moi, sur les 54 pays qu'il y a en Afrique, il n'y en a jamais eu, quoi, qui a toujours été boycotté et en plus corrompu. Voilà, que là maintenant il y a eu un nettoyage. Et en plus, c'est vrai que j'ai une question à poser. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elle fait, la coquille vide, quoi, à l'ONU, là, aux États-Unis? Pourquoi il ne faudrait pas la faire déménager ailleurs? Voilà. Ah oui, parce qu'elle ne sert à rien. Voilà. Eh ben, je vous remercie. D'accord. Bah, ok. Je commence par la jolie question, comment libérer les prisonniers. Avec l'occupation israélienne, on voyait clair comment on peut, la seule façon de libérer, bon, il y avait des négociations, on va dire, en 93, où il y a certains prisonniers qui sont sortis grâce au processus de paix, mais bon, on a vu que les Israéliens, ils ont laissé traîner des centaines des prisonniers. Moi, à mon avis, la façon dans laquelle moi et d'autres on est sortis, ce sera la seule moyen de libérer les prisonniers, parce que les Israéliens, ils ne veulent pas libérer les prisonniers qui sont jugés à vie et à perpétuité. Alors, je pense c'est qu'avec la résistance qu'on peut libérer les prisonniers politiques palestiniens. La question de la Chine. Regarde, on peut parler lentement sur cette question, mais déjà, on n'est plus dans un monde qui est géré que par les États-Unis. Ça, déjà, c'est très bien. On n'est plus dans le monde de un bloc depuis quelques années. Il y a l'intervention chinoise, là, récemment, il y a quelques semaines, faire la réconciliation de l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui va influencer directement la région, et on a vu les résultats directement, que ce soit sur le Liban ou que ce soit sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Bon, il y a des influences à cause du rôle chinois. Alors, si je veux dire, ils vont directement venir mener une guerre et libérer les Palestiniens, donc ça va pas se passer comme ça, mais c'est une question géopolitique que nous, on bénéficie comme Palestiniens de ce changement qui est en train de se faire.
pour regrouper la majorité des alliés. Et c'est sûr que la Chine aussi, c'est une force mondiale, qu'elle a ses intérêts dans la région, qu'elle veut garantir ses intérêts dans la région. Mais ce changement mondial et ce changement dans la région, bien sûr qu'ils nous influencent, à mon avis, positivement pour la continuité du combat du peuple palestinien. La question est-ce que j'avais, moi personnellement, des relations avec des anticoloniales? Pour moi, un anti-colonial, déjà, pour définir, c'est quelqu'un qui reconnaît les droits historiques du peuple palestinien, surtout le droit du retour du peuple palestinien. Alors pour faire clair, Ad-Damir, parce qu'on a parlé d'Ad-Damir, Ad-Damir c'est une ONG palestinienne qui défend les droits des prisonniers politiques palestiniens dans laquelle je travaillais. Oui, il y avait quelques relations avec les restes, il ne reste pas beaucoup, quelques ONG et quelques personnalités qui reconnaissent les droits historiques du peuple palestinien, mais malheureusement ils sont de moins en moins nombreux dans une société qui va à l'extrême droite de plus en plus. Alors, et la dernière question par rapport aux manifestations. Vous avez vu les dernières manifestations qui sont déroulées à Tel Aviv et ailleurs après les changements, on va dire, sur quelques lois et les changements dans la Cour suprême israélienne que Netanyahou et son nouveau coalition voulu imposer. Moi, je pense que ce combat ou ce conflit inter-israélien que ce soit entre le sionisme religieux d'extrême droite et le sionisme libéral du centre, nous en tant que Palestiniens, que ce soit de 48, de 67 ou n'importe où, moi je ne pense pas que ce truc nous concerne. Parce que pour nous, au pouvoir, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite, pour nous, ça ne change pas beaucoup de choses pour les Palestiniens, pour qu'on soit clair. Dans le début des années 48, le début de l'occupation, nous, on s'est fait massacrer par la gauche socialiste qui venait de l'Europe avec tout le montée de la gauche mondiale. C'est par cette gauche-là qu'on s'est fait massacrer, déraciner nos villages et devenus à l'exil. Pour nous, et même pour les Palestiniens de 48, ça ne change rien. Parce que, vu depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui, 100 Palestiniens de 48 tués, ce qu'on appelle la question de la crime organisé. Alors, s'il y a un Israélien tué, le Shin Bet, il va aller trouver qui l'a fait dans quelques jours ou dans quelques mois. Ici, il y a 100 Palestiniens tués par la question de la crime organisée, 100 Palestiniens tués, des Palestiniens de 48, personne n'est arrêté. Alors, parce que aussi, cette société palestinienne dans les territoires de 48, elle est visée. J'ai oublié de raconter, il y a la loi de 2023, le 2023 qui a élargi le pouvoir du ministre de l'Intérieur israélien, pas que de revoquer la carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem, mais aussi de révoquer la nationalité israélienne des Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés de 48. Alors eux aussi, ils sont visés. Il y a la loi nation, il y a la non-autorisation de la construction dans les villages palestiniens dans les territoires de 48. Alors ces gens aussi, ils sont visés par le nettoyage ethnique qui n'a pas arrêté. Alors moi, je ne pense pas que la participation des Palestiniens dans les manifs, en tout cas il y avait quelques drapeaux qui étaient soulevés dans les manifs, mais on a vu comment ces gens ils sont fait tabasser au moment qu'ils ont levé le drapeau palestinien, parce que moi je ne pense pas que même les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés en 48, ils sont face à un état de droit. Ils ont pas face à un état de droit, ils ont face d'un état colonial que son seul but, c'est de le faire partir de la Palestine. Merci beaucoup. Il y avait encore une demande de parole.
fais pas ton bouquin. Mais non, je ne je ne suis pas pareil d'ailleurs. Bonjour à tous. J'ai une question toute simple à Salah. Malgré que on ne compte pas trop sur les États dits arabes pour le soutien à la résistance palestinienne, est-ce que les accords dits d'Abraham, pudiquement dits d'Abraham, ont affecté un petit peu le moral des Palestiniens ou pas du tout? Merci. Merci. Bah, je peux répondre à cette question. On va prendre encore une question. Ouais, vas-y, Hendrik. Non, très rapidement, deux petites questions. Merci en tout cas d'être présent et c'est important pour toutes et tous ici. Une première question sur le fait que ce qui se passe en Israël, en termes de répression, ça peut s'exporter aussi. Et notamment tout l'arsenal répressif israélien s'exporte très bien dans le monde. Ils ont les principales entreprises de sécurité. Ils ont, voilà. Et est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas finalement ce qui se passe en Palestine préfigure pas et c'est pour ça que c'est notre affaire à tous et tous, ce qui peut se passer ici. Je rappelle quand même qu'il y a eu des gardes à vue de collégiens pendant le mouvement des retraites, et ici aussi ça commence à frémir en termes de répression. Et la deuxième question, donc la première c'est sur la répression, la deuxième c'est sur la situation géopolitique, tu l'as un petit peu évoqué avec la question de la Chine, mais moi j'ai toujours dit finalement s'il y a une situation particulière en Palestine, c'est parce que globalement c'est le chien de garde des États-Unis et de l'Occident dans une région où il y a tout le pétrole. Est-ce que ça c'est toujours valable? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Enfin, c'est ce que moi je disais il y a 10-15 ans, mais est-ce que ça a changé, ça a bougé? Et peut-être si la fin du pétrole, est-ce que c'est pas la libération de la Palestine? Voilà. Parce que finalement, c'est quand même ça, le nerf de la guerre, et pourquoi le gouvernement israélien est autant, à mon avis, soutenu par l'Occident. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une dernière, peut-être qu'on prend une dernière prise de... Une dernière. Une dernière, après Salah, et deux dernières, si tu veux bien, Salah. Voilà. Et après... Je pense que nous sommes tous très fatigués, en particulier ceux qui viennent de faire des témoignages absolument bouleversants d'inhumanité. Les enfants emprisonnés, franchement, ça m'a... Je peux vous dire, ça m'a remué très très profondément de savoir que des enfants sont torturés à mort. Des jours et des jours et des heures et des heures. Alors, ma question est toute simple. J'aimerais imaginer que la résistance palestinienne se fasse avec peut-être la jeunesse. Où en est cette résistance de la jeunesse qui ne croit plus ni en la droite ni en la gauche et qui, unie, est capable de construire une opposition solide. C'est mon espoir. Qu'en pensez-vous? Bonjour Salah, et merci à votre façon de bien expliquer la situation là-bas. Vous êtes vraiment très très, et je veux dire réel. Mon question est assez courte. Après la mort du Khaled al-Habib pendant son grève de faim, Khaled al-Adnan, pardon. Est-ce que vous pensez toujours que c'est un moyen le prisonnier palestinien peut utiliser pour gagner son liberté? Merci. Bon, je veux répondre à ces questions et dire un mot de remerciement et après on va arrêter. Alors, la question des accords d'Abraham. Alors, les accords historiquement, c'est pas nouveau. Avant, tu avais l'accord avec l'Égypte, tu avais l'accord avec la Jordanie, tu avais ces relations de coopération sécuritaire sous la table, historiquement, que ce soit avec le Maroc, spécialement le Maroc. Le Maroc, même, ça monte avant 48. Avant 48. Il y a la question de la coopération avec l'Arabie Saoudite et tout ça, ça monte à des années, c'est pas nouveau. Là, ils ont dépassé pour légitimité la question de la normalisation. Moi, en tant que Palestinien, j'attendais, après toute l'histoire avec le monde, je sépare les régimes des peuples. Avec tout ce qui s'est passé avec les régimes réactionnaires arabes, il y a longtemps qu'on n'attendait rien de ces régimes. Alors, il y a longtemps qu'on n'attendait rien de ces régimes. Si les régimes qu'ils ont fait les accords d'Abraham,
ils pensent que les Israéliens, ils vont aller à leur défense une fois quand ils vont pouvoir chuter, ils sont dans l'illusion totale, parce que plus que Hosni Moubarak comme allié dans la région, ils n'avaient pas. Ils l'ont laissé tomber, et après, les Américains aussi. Hein, mais moi, je pense que les accords d'Abraham, ils ont mis les alliés des Palestiniens et les non-alliés des Palestiniens dans des camps très très clairs. Et pour nous, c'est devenu plus clair. Au moins, pour nous, c'est clair. Pour les restes, les gens qui avaient des soucis sur la prise de position de ces pays, maintenant, c'est très clair. Mais aussi, on a vu la riposte populaire de la population arabe dans la Coupe du Monde, parce que dans la Coupe du Monde, tu avais le drapeau palestinien qui était le plus présent que d'autres. Mais aussi, l'Égypte a signé son accord de paix 79, 78. Mais on a vu aussi ce qu'a fait le jeune soldat égyptien il y a quelques jours. La question, même s'ils signent des accords de paix, ça ne va jamais rendre normal un État qui n'est pas acceptable dans la région. C'est pas, ils signent un accord, 2 accords, 5 accords. Ça ne veut pas dire que les peuples vont normaliser dans leur tête d'accepter un État colonial dans la région. Ouais. Deuxième, l'accord. Oui, cette question sur la Chine. Comment ça peut influencer? Le pétrole. Oui, la fin du pétrole, je ne sais pas, hein, maintenant ça change du pétrole au gaz. Alors il y a la question du gaz qui est en train de sortir dans la région, sur les frontières en face de Haïfa, en face de Gaza, tu as tout le gaz en face du Liban qui sort, la fin du pétrole. Moi je pense que c'est une question politique, c'est une question d'intérêt. Pour le monde occidental, et pour les États-Unis surtout, Israël, c'est la base armée, c'est la base armée des forces occidentales dans la région qui fait peur dans la région. Je pense, même là, ils sont en train de négocier la normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël en riposte d'un accord américain iranien pour calmer la région. Mais je pense que cette question d'intérêt, elle va pas s'arrêter aujourd'hui, parce que si on passe à la suite de cette question, comment la question palestinienne influence les restes parce que la question palestinienne n'est pas que pour les Palestiniens, c'est un truc mondial. Et ça influence chaque détail des vies des gens hors de la Palestine. Je vais donner des petits exemples. Hein. La question de Pegasus, par exemple. Pegasus, elle a influencé la vie des milliers de gens autour du monde qui étaient sous espionnage. On sait bien que la question de Pegasus, elle était développée par les Israéliens. La Palestine, par exemple, c'est vraiment un petit laboratoire pour les compagnies de sécurité. Après d'avoir testé ces mécanismes sur les Palestiniens, on va les vendre partout dans le monde. Si vous savez qu'il y a 3 semaines, le chef de la gendarmerie française, il est allé signer un accord avec le responsable de l'unité antiterroriste israélienne pour venir sécuriser les Jeux Olympiques l'année prochaine. Alors ça, c'est les méthodes qui sont testées sur les Palestiniens après pour aller les vendre partout dans le monde. Oui. Alors, par exemple, là, Elsa me rappelle d'une histoire. Moi, par exemple, j'étais parmi les prisonniers en 2008 qu'on négocie nos circonstances, nos conditions de détention dans une prison. Et au bout d'une semaine, on a perdu le directeur de la prison, le chef d'enseignement, le chef de sécurité. On n'avait personne avec qui on négocie. Une semaine, ils sont rentrés, on leur a dit, vous n'avez laissé une semaine, vous étiez où? Et là, le directeur de la prison, il s'était pas dérangé. Ils me disent, on était en prison
de Gomet en train d'entraîner les Français comment tenir une prison. Alors cette machine de sécurité, elle est partout dans le monde, hein, elle n'est pas... Et il y a des exemples, il y en a beaucoup. La question, je vais répondre aux dernières deux questions, la question de la résistance palestinienne, la jeunesse. Là, on voit la montée de la résistance palestinienne partout en Cisjordanie, que ce soit à Jénine, Naplouse et ailleurs. Il y a une nouvelle jeunesse qui est en train de s'organiser dans leur propre façon. Je pense qu'ils ont dépassé même les partis traditionnels palestiniennes et leur pouvoir et leur domination sur cette question et à cette organisation. Après la mort de Khadr Adnan, est-ce qu'il est efficace de se battre dans la prison et mener des grèves de la faim? Désolé de le dire, mais dans chaque combat, il y a des morts, il y a des martyrs. C'est pas avec des roses et des plumes qu'on va se débarrasser d'une force coloniale. On a devant nous plein d'exemples, que ce soit l'Algérie, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Irlande ou d'autres. Il y avait des sacrifices à faire. C'est pas facile à dire, mais il y a des sacrifices à faire pour obtenir la libération. Et de là, je veux partir pour terminer. Pour moi, après 22 ans d'harcèlement, blessé à balle, 10 ans de prison, déporté ici en France, je ne suis pas le seul. J'ai la chance d'être français, d'être là, de m'exprimer, mais je ne suis pas le pire des cas des Palestiniens. Il y en a des pires et des pires des cas des Palestiniens qui ont subi 1000 fois plus que moi. Pour moi, je tiens surtout à vous remercier d'être encore et une fois parmi vous. Ce mouvement de solidarité ici en France, qu'on doit l'élargir et on doit le garder surtout uni, parce qu'on a besoin d'une force de solidarité vraiment unie et forte. Il y a vraiment plus de quoi il nous rassemble sur la question de Palestine que nous divise sur la question palestinienne. Il faut garder cette utilité, il faut garder espoir surtout, parce que c'est vraiment au fond des prisons qu'on a appris qu'il n'y a pas un occupant qui reste jusqu'à la fin. Il y a un jour où cette occupation israélienne, comme les restes des occupants, il y a un jour où elle va se terminer. On a appris que la résistance, elle peut avancer, elle peut reculer, elle peut avancer, mais au final, elle va aboutir avec un mouvement de résistance et un fort mouvement de solidarité. Cette combinaison de combats, elle va aboutir à arracher les droits. Alors j'espère qu'avec vous, avec la résistance du peuple palestinien, avec cette solidarité internationale, on va continuer le boulot. On ne va pas lâcher l'affaire ni en France, ni ailleurs de la France. On continuera le combat et la résistance du peuple palestinien. On va vraiment faire comprendre à cette occupation israélienne que la Palestine n'a jamais été et la Palestine ne sera jamais une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Merci.